le monde entier. Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « À l'improviste », nous allons découvrir 3 récits qui ont en commun des répercussions inattendues. Tout d'abord, celui de simples vacances en famille qui virent au cauchemar. Puis, le récit d'un homme qui va faire non pas une, mais 2 découvertes incroyables. Et enfin, celui d'une histoire d'amour teintée d'espionnage. À terre! À terre! Observez bien ces 3 histoires et tâchez de démêler le vrai du faux. Vous verrez à la fin de l'épisode si vous avez été bien inspiré. Pour commencer, voici un fait divers que nous avons intitulé « La fuite ». Kathy Mitchell savoure des vacances bien méritées avec sa famille. Mais ce qui devait être un petit séjour paisible en Caroline du Sud va devenir un véritable cauchemar. Je n'oublierai jamais l'impression terrifiante que j'ai ressentie à ce moment-là. Les Mitchell décident de finir l'année 2003 dans un hôtel club de luxe. On passait de magnifiques vacances en famille. Mais le matin du 4e jour, ils s'apprêtent à vivre une terrible expérience. Le téléphone a sonné. J'étais encore assoupie. Mon interlocuteur a dit qu'il était le directeur de l'hôtel. Nous sommes en situation d'urgence. Écoutez-moi bien. Cathy est maintenant parfaitement réveillée. Il a dit « C'est une fuite de gaz. N'ouvrez surtout pas la porte de votre chambre. Le niveau de gaz dans le couloir est très élevé. » La situation paraît grave. Il a ajouté « Placez une serviette mouillée en bas de la porte pour l'empêcher d'entrer. » Je lui ai demandé « Comment on va faire pour sortir? Les pompiers arrivent ?» Il a répondu « Ils sont en route, mais il peut y avoir une explosion à tout moment. Trouvez un objet pour casser une fenêtre. » Les Mitchell s'exécutent aussitôt. J'ai dit à Matthew de casser la fenêtre. Il s'est mis à chercher un objet lourd. Le père, poussé par l'adrénaline, tente par tous les moyens de sauver sa famille. Les enfants commençaient à avoir vraiment peur. J'étais paniquée. Le directeur nous disait « Il est possible que les pompiers ne soient pas là à temps. Jetez des matelas par la fenêtre. La seule solution pour survivre sera peut-être de sauter. » Cathy et sa famille réalisent qu'ils courent un danger de mort imminente. On a pris les matelas un par un et on les a tous jetés par la fenêtre. Nous les avons regardés tomber dans le vide. Nous étions à plus de 10 mètres du sol. Et puis, on s'est tous regardés. On ne se parlait pas, mais dans nos regards, on lisait qu'on était résignés à le faire. On n'avait pas le choix, il fallait sauter. Mais saute, allez! Le dilemme est atroce. Sauter avec peu de chances d'en réchapper ou rester dans la chambre et risquer de mourir asphyxié par le gaz. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Par chance, de l'aide arrive juste au bon moment. On était tellement soulagés. On s'attendait à ce que ce soit les pompiers. Mais en fait, l'homme qui se tenait là n'avait même pas de masque à gaz. Il était en uniforme avec un badge de l'hôtel. Ça nous a sidérés. Le directeur ne cache pas non plus sa surprise de voir l'état de la chambre. Plusieurs clients nous ont signalé des bruits suspects provenant de la chambre de la famille Mitchell. Nous avons essayé d'appeler, mais le téléphone sonnait occupé sans arrêt. Impossible de joindre les occupants. Il décide de mener l'enquête.
Ils avaient l'air étonnés de me voir devant leur porte. La chambre était ravagée. C'était un vrai capharnaüm. Il a dit qu'il fallait rembourser les dégâts et a menacé d'appeler la police. Cathy a toujours le téléphone en main. Elle s'apprête à donner des explications quand tout à coup, J'allais raconter ce qui s'était passé au directeur de l'hôtel, mais à ce moment-là, j'ai entendu une sorte de rire frénétique provenant de l'écouteur du téléphone. Nous avons compris que c'était un canular. les Mitchell ont été victimes d'une plaisanterie de mauvais goût qui aurait pu leur coûter la vie. Qu'est-ce qu'on a eu peur? Une famille presque contrainte à se jeter du 4e étage à cause d'un simple coup de téléphone. Cette histoire vous paraît-elle crédible? Ou la trouvez-vous un peu trop tirée par le fil? À vous de juger. Pour l'instant, dégourdissons-nous les méninges. Mini-légende numéro 9. La piscine à balles fatales. Suzanne Barry se rend dans un fast-food à Bâton Rouge, en Louisiane, avec son fils. Elle le laisse jouer dans une piscine à balles. 10 minutes plus tard, il dit s'être fait mal. Suzanne pense qu'il s'est simplement cogné le coude et le ramène à la maison. Hélas, l'enfant décède 1 heure plus tard. L'autopsie révélera qu'il a été mordu par un crotale caché dans la piscine à balles. Sordide vérité ou simple sornette? C'est faux. On entend parler de serpents dans les aires de jeu depuis le début des années 90. Ce programme vous propose 3 récits. À vous de faire la part des choses entre la fiction farfelue et la vérité vraie. Vous venez de vivre la mésaventure des Mitchell, victimes d'une plaisanterie de mauvais goût qui aurait pu très mal finir. Vous saurez tout à l'heure si cette histoire est vraie ou non. Mais passons à notre second récit, Adorable ordure. Quand on rencontre Guy McMurray, on n'imagine pas l'aventure qu'il a vécue. Pourtant, un fait divers dont il est le héros va le plonger dans une situation bien embarrassante. Jamais je n'aurais cru qu'une telle chose pût être possible. Quand on y pense, c'est hallucinant. Nous sommes en 2006, à Grand Forks, Dakota du Nord. Guy est au bureau quand il reçoit un appel de sa petite amie tôt le matin. Elle n'avait pas l'air bien. Elle m'a demandé si elle pouvait rester encore quelques heures chez moi. Je lui ai dit d'accord. Guy s'inquiète pour Anna. Il a le sentiment qu'elle est plus malade qu'elle ne le dit. Je le sentais dans mes tripes. Quelque chose me poussait à rentrer chez moi pour vérifier ce qui se passait. Suivant son instinct, il quitte son bureau. J'ai pris un raccourci par l'allée de service. C'est là que va se produire l'impensable. J'ai entendu quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était, mais ça ressemblait à des pleurs ou des miaulements. J'ai cherché d'où venait ce bruit. Guy pense qu'il provient d'une benne à ordures. Le cri semblait venir d'un sac à ordures. J'avais l'impression qu'il bougeait. Je suis descendu dans la benne en faisant très attention où je mettais les pieds. Je n'en menais pas large. Ce que le jeune homme découvre dépasse l'entendement. Je me suis approché du sac, j'ai écarté quelques détritus qui se trouvaient par-dessus, je l'ai ouvert et j'ai vu un bébé. C'était un tout petit nouveau-né qui pleurait en me regardant droit dans les yeux. D'instinct, Guy passe à l'action. Je l'ai mis au chaud dans mon manteau et j'ai appelé les secours. Pendant un instant, j'étais content d'avoir peut-être sauvé la vie de ce nourrisson. Et celui d'après, j'étais en colère contre la mère indigne qui l'avait jeté comme une ordure. Les secours arrivent enfin.
Ils m'ont dit que le bébé allait bien et que c'était une petite fille. J'étais soulagé. Je savais qu'elle était en bonne santé. Guy retourne au bureau, mais son exploit le rattrape. En quelques heures, il est assailli de demandes d'interviews et de déclarations par tous les médias locaux. J'ai été interviewé pour un journal. Plusieurs équipes de télévision sont venues m'interroger. Hélas, les parents du bébé abandonné sont introuvables. Tout le monde se concentrait sur la recherche des parents. Mais quelque chose tracasse notre héros. Après avoir fait sa déposition à la police, il est rentré chez lui voir comment allait sa petite amie. Mais elle avait disparu et était injoignable. On ne se voyait pas régulièrement. Je ne me suis pas vraiment inquiété. Mais Guy n'est pas au bout de ses surprises. Quelques jours après les faits, les enquêteurs reviennent. Ils m'ont posé des questions au sujet d'Anna. Je me suis mis à imaginer le pire. Je n'avais aucune nouvelle depuis ce jour-là. Il lui était peut-être arrivé quelque chose de terrible. Il est loin d'imaginer la terrible vérité. Un des enquêteurs m'a dit qu'Anna était la maman du bébé trouvé dans la benne à ordures et que j'en étais le père. Guy n'arrive pas à le croire. Comment est-ce possible? Comment cet enfant pouvait être de nous? Elle n'était même pas enceinte. La police a des preuves. Ils m'ont dit que le matin où j'ai trouvé le bébé, elle a accouché à même le sol de la cuisine. Son déni de grossesse était tel qu'elle n'aurait pas réalisé ce qui se passait. Elle serait allée à l'hôpital et malgré ce que les médecins lui ont dit, elle aurait continué à nier qu'elle était enceinte et qu'elle avait accouché. En fait, elle aurait fait un choc post-traumatique. Je suis sûr à 100% qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle me l'aurait dit, c'est certain. En attendant que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l'abandon, le bébé est placé en famille d'accueil. Guy et Anna vont devoir affronter la justice pour en récupérer la garde. Ça nous a demandé 1 an de bataille juridique, de démarches et de suivi psychologique pour qu'on puisse enfin retrouver notre enfant. Sauver un bébé sans savoir que c'est le mien, et sans même savoir que ma petite amie était enceinte, franchement, ça relève du miracle. Voilà une affaire stupéfiante, vous en conviendrez. Mais saurez-vous établir s'il s'agit d'un cas authentique ou d'une affabulation de plus? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Entre-temps, voici une nouvelle énigme. Mini-légende numéro 6152, rien ne sert de courir. Un magnifique cerf de taille adulte, poussé par son instinct, se mesure à un rival dans le jardin de Mark et Carol Bayer à Viroqua dans le Wisconsin. Le couple rentrant du bureau est sidéré de découvrir l'acharnement dont fait preuve le cervidé. La brave bête s'élance de toutes ses forces sur son adversaire et lui assène un violent coup de tête et découvre sous le choc qu'il s'agit d'une statue en béton. Que pensez-vous de cette histoire? Elle est totalement vraie. Légendes urbaines soumet à votre sens critique 3 histoires rocambolesques. À vous de déterminer si elles sont vraies ou fausses. Pour l'instant, nous avons étudié le cas des Mitchell, qui, victimes d'une blague de mauvais goût, ont ravagé leur chambre d'hôtel. Puis celle de Guy McMurray, qui a sauvé un bébé jeté aux ordures avant d'apprendre qu'il en était le père. Vous devrez attendre la fin de l'épisode pour savoir si elles sont authentiques ou non.
Mais tout de suite, voici notre dernière histoire, l'espion qui m'aimait. La journaliste Donna Anderson a couvert bien des affaires sidérantes, mais celle concernant Kim Adams, une pédopsychologue de Minneapolis, l'a marquée. À terre! À terre! Elle avait disparu du jour au lendemain. Personne ne savait où elle était. Kim a toujours rêvé de voyager. En 2001, elle décide de se lancer et prend un billet pour Londres. Elle voulait aller à l'étranger, partir à l'aventure. C'est ce qu'elle a fait. Au cours de cette escapade, elle tombe sous le charme d'un séduisant vendeur de voitures, Robert Andy Frigard. Quelques mois plus tard, il la demande en mariage. Kim n'avait pas encore songé au mariage, mais elle était amoureuse. Alors elle a dit oui. Mais une semaine avant le grand jour, Robert reporte la cérémonie en évoquant une raison troublante. La date du mariage avait été fixée. Mais une semaine avant, Robert appelle le père de Kim et lui parle de menaces terroristes importantes le jour même. Il évoque la possibilité d'un nouveau 11 septembre. Robert avait l'air très nerveux et a demandé à ce que la cérémonie soit reportée. Comment un simple vendeur de voitures a-t-il pu avoir accès à ce type d'informations sensibles? La réponse est simple, il est agent secret. Robert révèle à sa fiancée qu'il n'est pas ce qu'il dit être. Il travaille sous couverture, un peu comme le ferait James Bond. Maintenant que la vérité a éclaté, Robert propose à Kim de rejoindre les services secrets britanniques. La jeune femme est aux anges. Il devait s'installer en Écosse, dans un phare, pour surveiller les patrouilles de sous-marins russes. Mais on ne devient pas espion en un jour. Kim doit rembourser son prêt immédiatement. Pour des raisons de sécurité, Robert a l'interdiction d'être lié à une quelconque dette. Idem pour sa femme. Ni lui ni elle n'avaient une telle somme d'argent. Alors il a demandé à ses beaux-parents. D'abord hésitant, ils finissent par accepter de rembourser le prêt. Ne dit-on pas qu'il faut se fier à sa première impression? Les parents de Kim font un virement de 35 000 $. Juste après, Kim a disparu, corps et âme. Personne n'entend parler du couple pendant plus d'un mois. Le FBI est chargé de l'enquête. En fouillant dans le passé de Robert, ils commencent à avoir des doutes. Sa piste était très délicate à remonter, un vrai fantôme. Pas étonnant pour un espion, mais les choses se gâtent lorsque les services secrets sont contactés. Le MI6 nous a assuré n'avoir aucune connaissance d'un certain Robert Frigard dans leurs fichiers. Cherche-t-il à protéger un agent ou Robert est-il un affabulateur et un usurpateur? Et surtout, qu'est-il arrivé à Kim? Ne vous en faites pas. Le FBI place le téléphone de ses parents sur écoute. Ils n'auront pas à attendre très longtemps. Robert a appelé pour demander de l'argent. Il fallait payer les frais de la formation que devait suivre Kim. Mais il a refusé de dire où il se trouvait. Les enquêteurs n'ayant aucune autre piste, ils décident de piéger leur interlocuteur. Nous avons fait dire à la mère de Kim qu'elle ne remettrait l'argent que si elle voyait sa fille de ses propres yeux. La mère se présente avec 20 000 $ à l'aéroport d'Heathrow. Robert est là, mais pas Kim. Quand elle a vu que sa fille n'était pas là, elle a eu peur. Mais elle a fait de l'excellent travail. Elle a parlé au suspect, elle s'est montrée amicale
et Robert l'a finalement conduite jusqu'à sa fille. Elle a gardé son sang-froid, mais nous nous faisions beaucoup de soucis. Finalement, elle est arrivée à la hauteur de la voiture en question. Kim en est descendue. Elle a pris sa mère dans les bras et les policiers ont surgi de partout pour appréhender Robert. La scène est d'une telle rapidité que la jeune femme n'a même pas le temps de réagir. Il l'a menacée, il l'a intimidée. Je pense que ça a dû être un calvaire pour elle. Mais d'où vient cette histoire d'espion? Depuis l'âge de 19 ans, Robert se construit une personnalité de membre des services secrets britanniques. Et ce n'est pas tout. Kim n'était pas sa première victime. Il rencontrait des femmes, il les charmait et il leur prenait leur argent. Au total, le butin se chiffrait en millions de dollars. Robert Andy Freegard a été condamné pour extorsion et enlèvement. Kim Adams pensait être tombé sur l'espion qu'il aimait. Hélas, ce n'était qu'un escroc sans scrupules. Mais cette histoire est-elle seulement vraie? Vous allez le découvrir dans un instant. Revenons à l'affaire des Mitchell, dont les vacances ont été gâchées par un canular téléphonique de très mauvais goût. Vrai ou faux? C'est un canular. Mais la victime, c'est vous. Cette histoire a été inventée. C'est faux. Mais il est vrai que les plaisanteries douteuses au téléphone sont nombreuses. Passons à l'histoire de Kim Adams, amoureuse d'un prétendu espion, mais aussi d'un véritable escroc. Alors? Je suis l'agent spécial Jacqueline Zappacosta du FBI et cette histoire est vraie. C'est la pure vérité. Robert Andy Freegard a été condamné à 9 ans de prison pour extorsion et enlèvement. Il ne reste plus que la mésaventure vécue par Guy McMurray, qui a découvert un bébé abandonné dans une poubelle avant d'apprendre qu'il en était le père. Verdict? J'adore explorer les poubelles, mais je n'y ai pas trouvé de bébé. Cette histoire est fausse. Encore une légende. Admettez que le fait qu'il en soit le père était tout de même un peu tiré par les cheveux. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez su démêler le vrai du faux, faire le tri entre réalité et imposture. Si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas. Vous pourrez toujours vous rattraper en regardant le prochain épisode de Légendes urbaines. Certains hommes ont des mains en or. Rick en fait partie. Quand un objet est bon pour la casse, cet homme peut faire des miracles. Ça, c'est un pur morceau d'Amérique. Ne jetez plus rien. Passez d'abord chez Rick. Ça fait 30 ans que je restaure tout et n'importe quoi. Si le client n'est pas abasourdi, c'est que je n'ai pas fait mon boulot. C'est pas vrai. Waouh! Waouh! Super, je suis très impressionné. Ne chassez plus les trésors, vous les avez sous la main. Rick restaure tout. Demain à 20h45 sur Planète Plus, Action et Expérience. Des légendes urbaines, il en court dans le monde entier. Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « Une terrible vérité », vous allez suivre 3 histoires parlant de graves découvertes qui ont fait basculer des vies.
D'abord, vous serez témoin de la stupeur d'une poignée de mannequins russes. Une émission de télé-réalité a laissé ces jeunes femmes sur leur faim. Vous verrez ensuite dégénérer un divorce et l'apparition surprise d'une fillette semant le doute sur l'identité de son père. Enfin, vous saurez comment une épouse épanouie a voulu sauver son mariage après qu'une erreur du passé soit revenue l'obséder. Suivez attentivement ces 3 récits et distinguez les histoires vraies des légendes urbaines. Nous vous dirons si vous avez vu juste à la fin de l'épisode. Voici d'abord un fait divers que nous avons intitulé « Pur voyeurisme ». D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Alexandra Michalouk, une jeune candidate russe au mannequinat, a toujours voulu être sous le feu des projecteurs. Je rêvais d'aller à Hollywood. Mais elle est loin d'imaginer que la chance de sa vie va virer au cauchemar. J'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Comment cela pouvait-il arriver? Alex a bien failli devenir célèbre, mais pas pour les bonnes raisons. En 2006, Alex est une petite provinciale qui rêve de célébrité. J'adore me balader sur les sites internet des agences de mannequins. Elle y repère une annonce pour une nouvelle télé-réalité. Est-ce la chance de sa vie? J'ai cliqué sur le lien et quand j'ai vu cette immense propriété, je me suis dit, je dois participer. L'émission s'intitule « La maison de la célébrité ». Le principe est classique. Les candidates sont recluses dans une propriété où elles doivent relever des défis. La candidate qui franchissait tous les obstacles remportait un prix fabuleux. Alex postule. Elle envoie ses photos et ses coordonnées. Elle est stupéfaite d'apprendre dès le lendemain qu'elle est sélectionnée. J'étais aux anges. Les images de ce lieu de rêve défilaient dans ma tête. C'était mon tremplin pour quitter la Russie. On lui indique l'adresse où elle doit se présenter une semaine plus tard. Le grand jour arrive enfin. Mais quelque chose cloche. Je me suis dit qu'on m'avait peut-être donné une mauvaise adresse et que je n'étais pas au bon endroit. À l'intérieur, c'est la désillusion. Mon rêve s'effondrait. Ça n'était pas la superbe demeure vue sur le site. Est-ce une mise en scène prévue dans le concours? Alex tente de comprendre. Il y avait des objets un peu partout. J'ai pensé que c'était les affaires des autres participantes. Mais il n'y a personne. Alex a-t-elle fait une terrible erreur? Elle commence à s'inquiéter, mais une autre candidate débarque. Puis plusieurs, les unes après les autres. Le jeu commence. Les jeunes femmes s'installent dans leur quartier. Ça n'était pas une propriété de rêve, mais c'était l'occasion de me faire connaître. Pendant 24 heures, rien ne se passe. On n'avait presque rien à faire. Alex réalise que la vie à la télé n'est pas aussi palpitante qu'elle l'imaginait. Par chance, le deuxième jour, les filles découvrent de quoi tromper l'ennui avec un coffret contenant leurs défis quotidiens. C'était des paris stupides. Comme à celle qui tiendrait le plus longtemps sur un pied. Alex gagne l'épreuve, mais à sa grande surprise, il n'y a pas de récompense et aucune des filles n'est éliminée. Personne ne comprend ce qui se passe. J'ai commencé à me dire qu'il n'y avait pas vraiment de concours. En fait, on passait notre temps à relever des espèces de gages ridicules. Mais un problème vital surgit bientôt. Sans éliminatoire, les filles sont toujours aussi nombreuses et les provisions s'épuisent rapidement. L'atmosphère a commencé à être tendue. Le 13e jour, il n'y a plus de nourriture. Les filles sont bloquées au milieu de nulle part, sans magasin ni restaurant. On s'est dit qu'ils nous avaient oubliés. Elles tentent de commander à manger, mais il n'y a pas de réseau. Que se passe-t-il? Le tournage a-t-il été annulé? Ou cela fait-il partie intégrante du jeu?
Je pense que beaucoup de candidates voulaient quitter le concours. Mais en même temps, tout le monde avait envie de remporter le prix. Mais au bout d'un moment, l'une des concurrentes, Christina Aggi, jette l'éponge. J'avoue m'être sentie un peu jalouse que Christina nous quitte. Mais j'ai bien réfléchi et je me suis dit que l'essentiel était peut-être d'avoir réussi à franchir toutes ces épreuves. Car Alex est convaincu que c'est le principe même du jeu. Christina partie, elle prend la première place. Mais le lendemain, les concurrentes ont le choc de leur vie. Quand la police est entrée, j'ai eu peur. J'étais abasourdie d'entendre ce qu'ils nous ont raconté. Pour ces jeunes filles en quête de gloire, le couperet tombe. Il n'y a jamais eu d'émission de télé-réalité. Elles ne seraient jamais passées à l'antenne. Je n'arrivais pas à croire qu'une telle chose puisse m'arriver. Mais sans émission, qui les scrutait en direct? Tout avait été organisé par des lycéens. Des petits génies du high-tech avaient raccordé une bâtisse désaffectée et monté cette farce très élaborée. Là, j'ai compris que c'était la fin de ce beau rêve. Mais nul ne sait combien de temps l'arnaque aurait duré si Christina n'avait pas quitté les lieux pour avertir la police. Les médias russes s'en donnent à cœur joie. C'est une expérience terriblement embarrassante pour Alexandra. Je ne sais pas si ça laissera des séquelles, mais j'ai peur de ne plus avoir confiance en rien. De jolies candidates accourent pour participer à une émission de télé-réalité promettant argent et célébrité. Mais les seuls spectateurs sont une poignée de potaches ayant mis sur pied une farce cruelle. Est-ce vraiment arrivé? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Mais avant, écoutez cette courte énigme. Mini-légende, numéro 1004. Surprise. Bien qu'il soit marié, Steven Allen de Sacramento en Californie drague sans succès toutes ses collègues de travail. Enfin, à quelques jours de son anniversaire, une secrétaire lui propose de l'inviter. Une fois chez elle, elle s'absente quelques instants en cuisine. Steven en profite pour se déshabiller et prendre une pause suggestive sur le canapé. Mais la porte s'ouvre et Steven se retrouve devant la secrétaire, entouré de toute sa famille, venue fêter son anniversaire. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. Cette légende circule depuis les années 60, mais des gaffes similaires ont été commises en vrai. Dans Légendes urbaines, nous vous racontons 3 histoires à dormir debout. À vous de décider lesquelles sont vraies et lesquelles sont de purs racontards. Vous avez suivi jusqu'ici le récit de ces candidates au mannequinat venues relever les défis d'une émission de télé-réalité qui n'existait pas. Réalité ou fiction? Nous vous le dirons en fin d'épisode. Voici une deuxième histoire. Nous l'avons appelée « Un bébé inattendu ». Shelley Berreras pensait avoir de l'intuition sur les gens, jusqu'à ce qu'elle rencontre un certain Steve. J'ai toujours trouvé cette histoire absolument incroyable. Elle se demande bientôt comment son prince charmant a pu l'entraîner dans la pire épreuve de sa vie. Faites sortir cette femme. Lorsque Steve entre dans la vie de Shelley en 1999, elle se sent revivre. Mais Steve, bien qu'impatient de découvrir sa nouvelle conquête, n'en a pas tout à fait fini avec son ex-femme, Viola. Ils avaient demandé le divorce tous les deux, et quand nous avons été au tribunal, nous pensions que tout allait être réglé. Mais à peine le divorce prononcé, Viola fait une annonce fracassante. En sortant de la salle d'audience, elle a dit « Je suis enceinte ». Et Steve était le père. C'est impossible. J'aurais dû le quitter tout de suite. Steve a-t-il couché avec Viola à l'insu de Shelley? Je ne savais pas quoi en penser. 2 secondes. Il nie avoir fait quoi que ce soit avec Viola et jure qu'il ne peut plus procréer.
Il m'a dit qu'il avait subi une vasectomie et les tests prouvaient qu'il ne pouvait pas être le père. Shelley choisit de lui accorder le bénéfice du doute. Viola accouche d'une fille et la cour demande un test de paternité pour déterminer si Steve devra payer une pension. On pensait que ce serait négatif. Mais les résultats sont sans appel. Le test ADN est positif. Le test de paternité prouvait que Steve était bien le père. Il a donc reçu l'ordre de verser une pension alimentaire. Nous étions accablés. Steve jure qu'il n'est pas le père, mais il dit à Shelley être trop fatigué pour continuer à lutter. Shelley le croit. C'était à moi de prendre le relais. Shelley insiste pour qu'on pratique un second test, mais il se retourne contre elle. Le deuxième test a donné le même résultat. Viola était la mère et Steve le père. La cour a ordonné qu'il lui verse une pension plus importante. Ils n'ont pas d'autre choix que de payer. Il en est arrivé à payer plus de 1 000 $ par mois de pension pour sa fille et son ex-femme. Je savais au fond de moi que ça n'était pas vrai. Mais comment lutter contre les résultats d'un test ADN? La facture grimpe. Shelley veut absolument trouver le moyen de contre-attaquer. Selon elle, Viola a fait falsifier le test de paternité. Elle finit par trouver un avocat qui pense pouvoir casser le jugement. Nous avons demandé une chose simple. Montrez-nous l'enfant. Personne n'avait jamais vu cette petite fille. Si Viola a tout inventé, si c'est un coup monté pour se venger de son ex-conjoint, elle ne sera pas en mesure de montrer l'enfant. Il a fallu émettre une requête auprès de la Cour pour qu'un test ADN soit pratiqué sous surveillance. De sorte que le juge exige que l'enfant soit présenté le lundi suivant. La date d'audience arrive. Viola se présente au tribunal et elle n'est pas seule. Quand Viola est arrivée avec la petite, sincèrement, je ne savais plus quoi penser. Après 2 tests positifs et la présence de l'enfant, Shelley sait que c'en est fini. Survient alors l'impensable. Une femme âgée fait irruption au tribunal avec une demande incroyable. Cette grand-mère est entrée dans la salle en annonçant que la fillette n'était pas de Viola, mais sa petite-fille à elle. En gros, Viola aurait enlevé l'enfant. Là, tout a éclaté. Une histoire stupéfiante se révèle peu à peu. Viola Trevino n'a jamais été enceinte. Personne n'a jamais vu son bébé. Mais la cour l'a cru sur la simple présentation des résultats du test ADN. Viola Trevino roulait dans le quartier lorsqu'elle a vu une grand-mère avec une fillette. Elle a proposé d'offrir 50 $, plus des bonbons et un voyage pour rencontrer le Père Noël. Elles l'ont donc suivi. Mais la grand-mère s'aperçoit de quelque chose de louche. Attendez un peu! Je n'ai jamais vu une personne plus fourbe, plus manipulatrice et plus déloyale que Viola Trevino. La théorie de Shelley au sujet de Viola s'est avérée juste. Le test ADN a été truqué. Elle avait comploté avec le laborantin. Il n'y a pas eu de bébé et Viola n'a jamais été enceinte. C'était une pure tromperie. Relaxez. Steve et Shelley ont vécu 5 années traumatisantes, mais la manigance de Viola a été démasquée. J'ai eu l'impression de me retrouver dans un monde imaginaire. C'était dingue. Un homme acculé à verser des dizaines de milliers de dollars de pension alimentaire pour une enfant qu'il n'a jamais vue. Tout cela pour découvrir que son ex-femme l'a escroqué depuis le début. Est-ce vraiment arrivé? Vous devrez attendre la fin de l'épisode pour le savoir. Mais avant, écoutez plutôt cette mini-légende. Mini-légende numéro 4011, cadeau du ciel. Lors de la remise d'un colis à domicile, une factrice new-yorkaise a dû faire un peu plus que son devoir. En attendant que la destinataire ouvre la porte, elle a reçu une livraison express.
Un bébé d'1 an est tombé du ciel, en l'occurrence de la fenêtre du premier étage, pour atterrir pile entre ses bras. Si elle n'avait pas été là, personne ne se serait trouvé au bon endroit pour le remettre directement à sa maman. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. Le bébé s'en est tiré indemne et aucune plainte n'a été déposée. Dans Légendes urbaines, nous vous racontons 3 histoires étonnantes. À vous de décider lesquelles sont vraies et lesquelles sont de fiefés mensonges. Vous avez suivi le récit d'adolescents qui ont piégé de jeunes mannequins russes avec une fausse émission de télé-réalité. Et l'histoire d'un enfant imaginaire qui a failli ruiner un couple. Mais lesquels de ces faits divers sont véridiques? Nous vous le dirons à la fin de l'épisode. Place à notre dernier récit. Il s'intitule « Lettre à retardement ». Voici Kip Browning, le journaliste de Nouvelle-Angleterre qui a couvert les péripéties amoureuses d'Aaron et Meg Williams. C'était d'abord de l'incrédulité, puis un mélange de colère et de rage. Tout a commencé par une lettre virulente. Aaron et Meg Williams se marient en 1987, mais à partir de 1995, leur couple bat de l'aile. Sa femme avait probablement mûri, mais il se comportait encore comme un gamin pas très stable. Le 27 janvier 1995, leur problème éclate. C'était une vraie pomme de discorde. Il aimait jouer au poker avec ses copains et il n'était pas question qu'il arrête. Aaron s'amuse avec ses amis, il ignore ce qui est en train de se jouer chez lui. Les enfants étaient malades et Meg s'attendait à ce qu'il vienne l'aider. Mais il n'a pas bougé. Sa partie de poker passe avant sa famille. Elle n'arrivait pas à croire qu'il puisse être aussi égoïste. Et ça n'était pas la première fois que ça arrivait. Aaron est donc resté toute la nuit dehors à boire avec ses amis et il n'est rentré qu'à l'aube. Vous imaginez la scène quand il s'est pointé en titubant? Meg supporte son époux négligent depuis des années. Cette fois, c'en est trop. Ils se sont violemment disputés. Elle a pris ses enfants, sauté dans un train et elle les a emmenés chez sa mère, dans le Massachusetts. Meg peut à peine contenir sa rage et son désespoir. Elle a décidé de libérer sa colère dans une lettre. Elle ne s'est pas posé plus de questions, elle l'a écrite. Mais dans le feu de l'action, Meg se lâche plus qu'elle ne devrait. À peine arrivée, elle a posté sa lettre sans penser revenir dessus. Elle savait que ça allait bouleverser sa vie, mais tant pis. Plus tard dans la nuit, chez sa mère, Meg commence à regretter son geste. Elle n'était pas prête à mettre fin à son mariage. Et elle a réalisé qu'elle avait fait une erreur. Alors elle a voulu faire en sorte que son mari ne reçoive pas ce courrier. Elle a voulu revenir avant que la lettre n'arrive. Du coup, elle a réveillé ses enfants à 5 h du matin, ils ont pris le train et sont rentrés à Rhode Island. Malgré sa course désespérée, Meg arrive en retard. Le facteur est déjà là. Au moment où elle entre, elle voit Aaron ouvrant la lettre, celle qui va mettre fin à leur union. Mais devinez quoi? C'est une autre lettre qu'il ouvre. Elle en est si soulagée qu'elle exulte. Et elle s'excuse auprès de lui, et lui s'excuse en retour pour son comportement. Meg et Aaron décident de tout faire pour sauver leur mariage. Mais pour que cela marche, elle doit s'assurer qu'il ne recevra jamais sa lettre. Les jours suivants, elle guette le facteur, mais la lettre n'arrive toujours pas. 2 mois passent et elle se dit qu'il n'y a plus de souci à se faire. La lettre s'est perdue. À mesure que le temps passe, leur relation se consolide. C'est comme si l'absence de cette lettre avait eu l'effet miraculeux de les ressouder. « 12 années passent et les Williams projettent de finir leur vie ensemble.
Mais par un banal après-midi d'octobre, le sort en décide autrement. Aaron regarde le courrier par terre et il voit cette vieille lettre abîmée sur laquelle il reconnaît l'écriture de sa femme et dont le cachet remonte à 1995. L'enveloppe est libellée à leur ancienne adresse et la poste a fait suivre à leur domicile. Aaron ouvre alors la lettre et il n'arrive pas à croire ce qu'il lit dans ce courrier qu'elle a écrit 12 ans plus tôt dans un accès de rage. Convaincue qu'elle n'avait plus rien à perdre, Meg s'était confessée jusqu'au bout. Mais que pouvait-il y avoir de si grave dans cette lettre, au point qu'elle tente tout pour essayer de l'intercepter? En fait, leur fils cadet n'était pas d'Aaron, mais de l'ami d'Aaron avec qui elle avait couché. Quand Aaron la somme de dire toute la vérité, Meg avoue que tout ce qu'elle a écrit est authentique. Voilà comment, 12 ans plus tard, son courrier est revenu la hanter. Nul ne saura jamais ce qui est arrivé à la lettre pendant 12 ans. Mais les Williams n'oublieront pas le jour où elle a ressurgi. Pour lui, leur relation s'est brisée net et il est parti. Un courrier longuement égaré brise un mariage et déchire une famille. Est-ce vrai ou bien est-ce nous qui vous avons trompé? Le moment est venu de vous dire la vérité sur nos 3 histoires incroyables. Il y avait d'abord la mésaventure vécue par de jeunes candidates russes à une émission qui s'avérait n'être qu'une farce sophistiquée. Réalité ou fiction? Cette histoire ne m'est pas arrivée. C'est un canular. Ce récit a beau être imaginaire, un canular identique a eu lieu en Turquie où un groupe de femmes a été pris au piège d'une fausse télé-réalité. Il y avait ensuite l'histoire de cette femme qui a obligé son ex-mari à verser une pension pour un enfant imaginaire. Est-ce vrai ou faux? Je m'appelle Shelly Berreras et mon mari Steve et moi avons bien payé une pension pendant 5 ans pour un bébé qui n'existait pas. Ils ont obtenu des dommages et intérêts du laboratoire véreux dont les tests truqués ont permis à l'arnaque de perdurer. Enfin, vous avez suivi l'histoire d'une lettre arrivée avec 12 ans de retard pour briser un mariage heureux. Réalité ou fiction? Je suis vraiment journaliste, mais cette histoire est fausse. Les légendes de lettres égarées sont monnaie courante à la télévision et dans les livres. Mais dans la réalité, les courriers se perdent rarement. Voici la fin de notre épisode. Vous êtes-vous fait duper par nos mensonges ou avez-vous su détecter la vérité? Si ce n'est pas le cas, vous pourrez vous rattraper dans le prochain épisode de Légendes urbaines. L'art de vivre, by Roche-Beaubois. Nouvelle saison. C'est parti! Nouvelle construction. On va faire entrer le parachute dans ce trou. On l'ouvrira à l'aide d'une canne à pêche. Nouveaux épisodes. Leur défi sera d'arriver en un seul morceau. Nouveaux défis. Laissez-vous prendre au jeu tous les samedis et dimanches à 9h sur Planète Plus Action et Expérience. L'art de vivre,
by Roche Beaubois. C'est une brigade hyper spécialisée. Elle patrouille en toute discrétion dans les rues de la capitale. Son nom, les Trekkers. Sa mission, débusquer les voleurs à la tire. Et nous le verrons, les résultats sont là. Il y a des vrais mendiants, il y a des faux mendiants. Et ça, c'est pas des mendiants, c'est des voleurs. C'est une grande opération de contrôle qui est menée dans le Borinage. Les policiers arrêtent aujourd'hui les camions. Temps de conduite, produits dangereux, les inspecteurs sont là pour s'assurer du respect des règles pour une meilleure sécurité sur les routes. Et alors, les consignes de sécurité? Consignes de sécurité, les ont mis dedans. Dans ceci? Oui, normalement. Ah non, maintenant c'est la responsabilité du transporteur, c'est plus la responsabilité de l'expéditeur. Hein. À Charleroi, ce sont les locaux d'une ASBL que les policiers vont passer à la loupe. Quelques produits stupéfiants, mais aussi des illégaux sont découverts sur place. On met les scellés, monsieur, on peut plus rentrer dedans. Hein. On a coupé le courant, donc ça, il n'y a pas de problème. Un téléphone volé vient d'être récupéré. De la police de la zone Bruxelles-Capitale XL. On les appelle les Trekkers. Des policiers qui ne travaillent qu'en civil. Ils n'apparaîtront jamais à visage découvert. Ils traquent les pickpockets. Donc en fait, détection de 2 pickpockets, en l'occurrence une tireuse et une guetteuse. Le rôle de la guetteuse, c'est de détourner l'attention de la victime pendant que la tireuse passe à l'action. Pour ce faire, la tireuse va cacher ses gestes sous une feuille ou un carton, ce qu'on appelle la technique du papier. Donc, et parviendra donc à se mettre en possession de l'objet convoité après avoir déposé l'objet qu'elle utilise, en l'occurrence ici sur l'iPhone. Donc pour le subtiliser, elle va le coincer entre son pouce et son index, de sorte à dissimuler l'objet sous cette fameuse feuille, ce que nous on nomme la technique de la pince en fait. Une technique redoutable. Nous sommes dans le haut lieu touristique de Bruxelles, la Grand Place, là où les pickpockets professionnels traquent les touristes. Vraiment, c'est le coup de la farce, donc elles sont marchées aux herbes. Donc c'est dès qu'on connaît, hein, ouais, il dit... Les policiers ont très vite repéré 2 clientes, des voleuses qui rôdent dans le centre-ville. Ça va venir vers nous, attention, ça rentre pas dans la rue. Les 2 policiers vont les suivre à distance, tout en communiquant par téléphone avec des collègues, également en civil. Le but, les garder en visuel. Les 2 suspects sont bien connus des policiers. La sœur a... Mais elles sont tout à fait en bas, ouais. Et ça remonte par ici maintenant. Ouais, ouais. Il faut rester très discret. C'est la base du métier. C'est devant l'ancien magasin de jouets sur le trottoir là. Ah ouais. Elle remonte vers nous alors. Ah, après les échafaudages. Une en rouge et noir et une. Échafaudage, donc on va les voir, échafaudage sur la droite. Les policiers connaissent très bien les techniques des voleurs. Ils attendent le meilleur moment pour intervenir. Ça va, ça arrive, attention. Ah ouais, je vois, ouais, ça va, je sais. On rentre ici, magasin de chocolat. Magasin de chocolat, voilà, magasin de chocolat. On va laisser voir où elles vont, est-ce qu'elles vont peut-être retourner grand place ou peut-être remonter. Je les ai plus là. Les policiers sont en planque. On va avancer parce que là, on a raison. Elles sont là, elles montent. Ils attendent qu'elles passent à l'acte. Ici, regarde, bouger noir là, elles sont à droite. Ah oui, c'est là en rouge, le truc. Ah ouais, ouais, je vois. Attends, on va aller ici au centre d'information police. Comment on les dit? Beaucoup de patience et toujours de la discrétion. Ah mais elles font aussi, elles sont multidisciplinaires, hein. Elles font aussi ouais. C'est le coup de la farte, mais c'est pas que des mendiantes, c'est aussi des mendiantes. Elle a un papier dans sa main arrière, tu vois, la plus grande début a un papier dans sa main. Quand elle intervient, ou quand elle va commettre les faits, elle dépose ce papier sur l'objet convoité, ça peut être un téléphone ou un portable ou un iPhone qu'une personne a laissé sur la table. Il y en a une des 2 qui attire l'attention de la victime, et pendant ce temps, elle dépose le papier sur l'objet et elle le subtilise avec 2 doigts. Ça s'appelle la technique de la pince. Donc on va un peu regarder ce qu'elles foutent, parce que d'après mon collègue, elles ont travaillé sur la Grand Place, et je voudrais avoir mes apaisements, un peu regarder ce qu'elles font. Ça va? Smartphone, portefeuille sont en ligne de mire.
Et effectivement, les voleuses vont bientôt passer à l'acte. Donc tu vois, les mendiants, c'est des mendiants. On s'endort chipoter aux cartes, mais elles ne sont pas intéressées tout par les cartes. Elles ne vont pas acheter une carte pour dire bonjour. Il y a deux Belgiques. Regarde comme elle regarde le plus. Vous savez qu'on a regardé le sac de la japonaise, la grande. La toute grande. Elle a acheté un sac un œil sur le sac de la bleue. Ouais, ça c'est bon. Ça va être. Il faut juste être patient maintenant. Il faut arriver à les suivre sans se revoir, parce qu'elles nous connaissent. Hein. Et si ça repart en grand place, c'est encore meilleur. Hein. Non, ça repart sur les terrasses. Peut-être des terrasses. Peut-être un petit GSM au passage. Ah, elle déplie son plan, là c'est embêtant. Là. Donc elle a maintenant ouvert son plan, enfin c'est pas un plan. Les policiers s'apprêtent à intervenir. C'est le coup du faux mendiant ça. C'est le coup qui vient, une qui vient distraire et l'autre qui vient tirer le... Regarde comme elle scrute toutes les trucs. Ouais. Attention, hein, ça va, elles vont... Les policiers vont prévenir les gardes de sécurité pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Tu vois, mes collègues viennent de chasser les gardiens là. Comme ça on est sûr que les gardiens ne sont pas dans le chemin. Maintenant j'espère qu'elles vont pas venir face à nous. Je les vois plus, je les ai plus en visu. Les voleuses cherchent une victime, une femme, touriste, assise à une terrasse. Par téléphone, la position est donnée par un autre trackers. Un vol vient d'être commis. Ouais, ça va. Un smartphone a été dérobé en terrasse. C'est le moment de l'arrestation. Et voici le téléphone récupéré. Tout s'est passé très vite. Les victimes n'ont quasi rien vu. Les policiers bien. Ce téléphone a été dérobé sur la terrasse. Reste à retrouver le propriétaire. Pendant ce temps, les deux suspects, les deux voleuses, sont emmenés au commissariat. Voilà, ça se passe. Le coup du journal, voilà, elle a donné chez... Elle n'a rien compris parce qu'elle nous connaissent en plus. Ouais. On connaît bien elle, son frère et sa mère. C'est trois voleurs de chez nous. Oui, c'est ça. Des pickpockets. C'est la victime. Ouais. Ah ouais, il manquait plus que ça, c'est le vieux. Ah ouais. Voilà, Patrick avait restitué le GSM à la victime et il revient avec la victime une petite déposition de 2 lignes pour lui dire qu'on lui restitue son GSM. Elle a visé fatalement pas le GSM à 50 €, elle a visé l'iPhone. Hein. Enfin, je ne fais pas de publicité, mais elle vise le GSM très cher, quoi. Hein. Donc là, encore une fois, c'est pas la mendicité. La mendicité, on mendie à toutes les tables. Quand on mendie qu'aux tables où il y a des iPhones, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc tu vois la différence, il y a des vrais mendiants, il y a des faux mendiants. Et ça, c'est pas des mendiants, c'est des voleurs. C'est la différence. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la différence, mais dans le comportement, il y a un comportement totalement différent. Au lieu d'aller sur toutes les tables, elles vont exactement aux tables où il y a un iPhone. Et ça a duré combien 20 secondes, même pas. Le temps de les repérer, de se mettre en position. Elles tournent autour, elles repèrent, elles foncent, elles prennent, elles s'en vont. C'est vite fait, bien fait. Les deux jeunes filles interpellées ont commis un vol simple. Donc un procès verbal va être dressé à leur encontre. Et une fois la procédure terminée, le magistrat de service sera avisé afin de lui demander ce qu'il en adviendra. Donc en toute logique, comme elles sont déjà connues pour des faits similaires, il y a de grandes chances qu'elles soient mises à disposition du parquet. Les agents de la section vol à la tire de la zone de police Bruxelles XL ont procédé en 2010 à près de 300 arrestations judiciaires. Dans la région de Mons-Borinage, en ligne de mire, les camions. Avec la collaboration du service fédéral Transport et Mobilité, la police de la zone Boraine mène ce que l'on appelle une opération ADR. ADR, c'est 3 lettres. A, c'est accord. D pour marchandises dangereuses et R pour route. Donc c'est un accord qui a été signé par 45 pays, je pense, maintenant. Donc ça comprend toute l'Union européenne plus d'autres pays. Et ça date de 1960 et ils ont décidé d'avoir des règles communes par rapport au transport des produits dangereux. Le but de ce genre d'opération, c'est avant tout une meilleure sécurité sur les routes. Il y a des informations générales, il y a les informations sur les étiquettes de G et alors les risques inhérents à chaque produit, à chaque classe d'inflation.